Bon, on se retrouve pour parler un petit peu de boxe. On va parler de boxe. Il y a eu le match Ngannou contre Tyson Fury. Et il y a un autre match aussi qu'on va commenter qui est surprise avec un député de la France Insoumise. On va commenter tout ça avec Position Revue. Pourquoi avec Position Revue? Parce que il n'y a pas que le Position Revue spécialiste philo que vous avez l'habitude d'entendre sur cette chaîne. Mais il y a aussi un Position Revue qui fait pas mal d'arts martiaux et qui voulait parler de ça avec moi. Donc on accueille N de Position Revue. Salut N. Salut à tous. Du coup, bon, on démarre dans le dur. Par quoi on va commencer? Bah déjà, est-ce que t'as eu le temps de mater le match du coup d'hier? Pas de cette nuit plutôt. Alors, j'ai pas pu mater le match d'hier, là, il était à 2 heures du mat, mais j'ai maté le récap, quoi, en gros, des 15 minutes qui reprennent les 10 rounds du combat, ouais. Ouais. Ouais, bah, moi j'ai fait la même. Qu'est-ce que t'en as pensé de tout ça? Bah écoute, c'est un combat où Fury, il est pas, on sent qu'il est pas affûté comme il l'est d'ordinaire, mais je pense qu'il a entamé le combat en se disant qu'en fait, sans être au top physiquement, ça allait probablement suffire face à Ngannou, et Ngannou a montré que même si il a pas la technique de Fury, il a été capable de le tenir quand même 10 rounds. Ça, c'est une perf, hein. Il a pas été au tapis, il a même envoyé Fury au tapis sur la troisième. Et ça c'est vrai que personne l'attendait, hein, Fury. Il a été 7 fois au tapis dans sa carrière. Il y en aura une pour Ngannou, quoi. Ouais, ça c'est assez Une improbable. belle Mais même, entrée en ouais, matière. comme tu disais, le voir sur la longueur, c'était assez spécial parce que moi je regarde beaucoup plus le MMA que la boxe, mais c'est pas le même effort quand même, tu vois. Je pense que quand t'es pas habitué de taper 10-12 rounds de boxe, ça n'a rien à voir avec le MMA où t'as quand même des phases de grappling, des phases de combat au sol où, selon comment tu le gères, tu peux reprendre un deuxième souffle ou tu peux faire travailler des muscles que tu fais pas trop travailler quand t'es debout, quoi. Là, c'est 10 rounds de répétition contre un gars qui sait te faire travailler, qui est champion du monde, quoi. C'était assez exceptionnel rien que de le voir là, même si, comme tu dis, peut-être que Tyson Fury, il a pris un peu plus de haut et il n'est pas arrivé au top de sa forme, quoi. Mais Ouais, on le voyait en plus dans la manière de se battre de Ngannou, il avait vraiment des réflexes d'amener au sol, en fait. Où de temps en temps, il passait sous la garde de Fury, il saisissait au niveau de la taille. Et en fait, il se retrouvait bloqué et on sentait qu'il y avait cette impulsion un peu de le ramener au sol là où il aurait été à l'aise. Et c'est sûr qu'il est dans un domaine un peu contre-intuitif, hein, pour lui qui a fait sa carrière en MMA. Après, faut pas oublier qu'Ngannou, il commence d'abord par l'anglaise, hein. oui, oui, Son oui, rêve, c'est vrai lui, ça. c'est d'être poids lourd comme Mike Tyson, et il va vers le grappling et les combats au sol plus tard, mais il commence d'abord par la boxe anglaise. Ouais. Et puis en plus de ça, même en MMA, tu vois, son style. Chez Ngannou, pour moi, c'est un mec qui met des KO debout, tu vois. Ah, C'est pas un technicien du sol. C'est pas Khabib, tu vois. C'est vraiment un type qui est ouais, basé il a une sur la il a une boxe anglaise, puissance quoi. de C'est son frappe point fort, on va dire. incroyable. Parce que même, je crois qu'il met pas de. Je l'avais entendu dire ça dans une interview. Il met pas tellement de coups de pied debout parce que comme il est lourd, c'est quelque chose qui l'use beaucoup plus. Donc c'est vraiment quelqu'un qui se bat avec les poings, même en MMA, quoi. Ouais, mais tu vois, en MMA, il peut faire peser le poids de son corps quand il est au sol. Et ça, c'est un énorme avantage. En anglaise, c'est plus compliqué, surtout face à un mec qui est un peu plus grand que toi, parce que Fury est légèrement plus grand que lui. C'est plus compliqué de fatiguer ton adversaire simplement avec le poids de ton corps. Mm. Bah déjà, ça faisait Et bizarre de le voir un peu contre un mec plus grand que lui, tu vois. ouais. Et pourtant, il est grand, hein. Et Ngannou, il doit être quasiment aux 2 mètres, quoi. C'est déjà une belle bête, mais bon, Fury, il a 15 ans de boxe derrière lui en poids lourd. En pro, c'est certain que c'était un combat, c'était déjà héroïque de la part d'Ngannou de le tenir jusqu'au bout, quoi. Parce que tu vois, oui, ça s'est pas passé comme Conor McGregor contre Mayweather. Mayweather. Ou Mayweather, enfin vraiment ce match, moi je l'avais attendu, c'est pour ça que d'ailleurs que ça m'a moins hypé de regarder Tyson Fury contre Ngannou, et en fait ça m'a hypé a posteriori, parce que même si je voulais le regarder, mais j'ai pas eu de lien et tout, mais voilà, le match McGregor-Mayweather, je me souviens, on était avec des potes, on avait attendu toute la nuit, je sais plus, ça a dû commencer à 3h du mat, donc c'est bien chiant quand même hein, d'attendre toute la nuit, et le match Ah, c'était à carrément. chier, c'était vraiment de la merde, quoi, parce que tu voyais que Mayweather, enfin, il pouvait rien faire, Connor il le laissait un peu boxer dans le vide, et puis dès qu'il voulait accélérer, c'était fini, quoi.
Ouais, c'était assez ridicule comme match. Et puis, comme tu dis, il y a pas d'adversité, quoi. Ouais, ouais, Mayweather ouais. a été tellement au-dessus. Tu avais l'impression de voir un daron, tu vois, qui fait un sparring avec son fils et qui lui dit, vas-y, essaye de me toucher. Et tu vois, il contrôlait l'échange. Là, Fury, quand il tombe à la troisième, alors, il se relève tout de suite, tu vois. Hmm. Mais il y a la surprise de se dire, putain, il a été capable de m'atteindre, quoi. Bah, c'est Mais aussi, je pense, après, en le, même ouais, temps, le truc avec les poids lourds, c'est que je pense que quand bien même il est inférieur à toi techniquement, tu prends une patate bien placée de d'Ngannou, tu peux finir KO, tu vois. Ce qui est peut-être moins le cas avec McGregor, même si c'est possible, tu vois, mais pour des poids plus légers, sur un coup, il y a peut-être moins de différence. oui, c'est certain. C'est certain que c'est ce qui fait à la fois l'ombre et lumière, tu sais, de la boxe poids lourd, c'est que tu peux tuer quelqu'un, tu vois, la puissance et c'est une boxe d'un tel impact, qui a un tel risque. Mm. Ça me rappelle, je sais pas si tu avais vu, Arte, ils ont sorti l'année dernière, je crois, il y a 2 ans, une série de docus sur la carrière de Mohamed Ali. C'est assez ouf, c'est un un documentaire en 4 parties. Et puis donc tu retraces toute la vie de Mohamed Ali qui est épique. Et puis, il y a un combat de Mohamed Ali lorsqu'il essaye de reconquérir son titre après avoir été suspendu parce qu'il n'a pas voulu faire la guerre du Vietnam. Il fait un combat et au deuxième round, il se fait péter la mâchoire par Terrell. Au deuxième round, le mec lui casse la mâchoire. Non, par Ken Norton, c'était Ken Norton ça. Le mec, il lui met une patate, il lui casse la mâchoire et Ali, il va aller au bout des 12 rounds avec la mâchoire pétée. Tu vois. Ah, Et c'est ça qui est incroyable dans la boxe poids lourd, c'est que bah, l'enjeu, l'enjeu du coup, et en même temps la capacité de résistance des mecs et d'absorption de la violence d'une frappe, parce que tu te dis faire 12 rounds où à chaque fois ton corps résonne dans ta mâchoire qui est brisée. Ali, il sort du round, enfin, il sort du ring, il va au vestiaire, les mecs ils l'emmènent à l'hôpital direct, il se fait opérer, tu vois. ah là Et il a là. tenu jusqu'au bout. Et il perd au Bah, point. remarque, tu vois, Tyson Fury, on est un peu là-dedans, hein. Le mec, le mec est souvent un peu héroïque, tu vois qu'il est. Je pense que quand tu te bats contre un gars comme ça, t'es un peu démoralisé, tu vois. Parce que tu peux faire ce que tu veux, il se relève tout le temps. En plus, il est loin, donc c'est pas facile de le toucher. Donc quand tu touches un mec comme ça et que ça fait 5 6 fois et qu'il se passe rien, ça doit être l'enfer, hein. Bah, Fury, en fait, c'est vrai que c'est dans la boxe poids lourd, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu ce genre de profil-là d'un mec qui est physiquement très grand, lourd, assez gras d'ailleurs. Tu vois, il se foutait lui-même de lui en disant que c'était un gros tas, tu vois, dans les conférences Mm. de presse. Mais par contre, qui a une mobilité incroyable. Ouais. Parce que Fury, il bouge tellement vite. Quand tu regardes son bassin, Mm. il bouge à une vitesse. Et en fait, c'est ce qui fait que dans le combat contre Ngannou, mais je repensais à un combat qu'il avait fait contre Deontay Wilder, son premier. Il est intouchable en fait. Pendant tout le combat, il est là, il esquive, t'as la tête qui bouge, il anticipe les coups à une vitesse Mm. incroyable. Mais il a une vie incroyable, Fury. Je sais pas si tu connais un peu son histoire, mais Je sais juste que elle est c'est un, dingue c'est un quoi. gitan, c'est tout ce que je sais, tu vois. Je suis pas un très grand C'est un fan. gitan. Son père était un champion de boxe à main nue. Il a fait, je crois, Ça, 10 ans de tôle parce que sur un combat, il arrache l'œil d'un mec, il lui crève un œil. Et il va s'entraîner. Et d'ailleurs, il appelle son fils Tyson Ouais. en hommage à Mike Tyson. Et il va entraîner son fils, tu vois, à la dure. Et Fury, il va commencer sur des combats, c'est à main nue, quoi. Déjà, ça te crée une audience, Ouais, mais en ça même c'est un truc temps, de baiser déjà, ouais. ouais, là, ça crée un mec qui est démoli de l'intérieur, qui va arrêter sa carrière de boxe après avoir été champion du monde poids lourd. Il arrête, je crois, 3 ans parce qu'il est en dépression, qu'il devient cocaïnomane. Il prend 60 kilos, il va revenir après, il va reperdre ses 60 kilos qu'il a pris. Tu vois, c'est aussi un mec qui est attachant par toute l'aspérité de sa vie, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment pas un mec ordinaire. Mm. Mais tu vois, C'est pas Joshua, quoi. ouais, mais tu vois, genre, quand tu parles de boxe à main nue et tout qu'il a fait, ça fait des gars aussi qui ont pas peur de prendre des coups, tu vois. Et ça, je pense que c'est une des caractéristiques principales de la boxe. Moi, j'ai jamais fait de boxe, j'ai fait du jiu-jitsu classique et puis du jiu-jitsu brésilien. Jiu-jitsu classique, du coup, c'est du karaté, du judo et du combat au sol, quoi, en gros, donc c'est un peu complet. Mais ce que j'aime le moins là-dedans, c'est le karaté. Je trouve que quand tu te bats contre un mec, enfin moi j'ai toujours un peu l'appréhension de prendre des coups. Et c'est pour ça que je préfère le jiu-jitsu brésilien au final, parce que le jiu-jitsu brésilien, t'es directement dans du contact et tout, et je trouve ça plus agréable, tu vois. Alors que ces types-là,
Je pense ils ont tellement pris de coups dans la gueule à main nue et tout ils sont libérés par rapport à ça. Et je pense que pour être bon en boxe anglaise, faut vraiment être libéré par rapport à ça, ce qui est pas si évident. Enfin, je sais pas dans le chat s'il y en a qui ont fait des sports de combat ou des choses comme ça, mais rentrer vraiment et être détendu et se dire ouais, je vais prendre des coups dans la gueule, mais c'est pas grave, je vais avancer sur les coups du gars, bah c'est quelque chose de spécial quoi. Ouais, et tu vois, je pense que sa formation de commencer par de la baston de rue, euh, sans gants ou en gants très légers, c'est un peu comme on boxait au début du XXe siècle avec des gants finalement qui étaient beaucoup plus lourds, tu vois. Bah, je pense que ça t'oblige, alors, d'une part, à accepter d'encaisser et à être relâché, même quand tu prends des coups, mais ça construit aussi une boxe de l'esquive. Et je pense que Fury, il n'a pas une boxe, tu vois, où il encaisse et on lui cogne dessus, il prend, il prend, il prend. Oui, C'est pas, tu vois, c'est pas Foreman, c'est pas du tout ce genre de boxe là. oui. Donc ça a construit, je pense, sa boxe où il est très mobile, il a un regard qui est incroyable, tu vois, la vitesse, en fait, sa vitesse d'analyse quand un coup vient, elle est dans son œil et il lâche jamais et tu sens tu vois, il y a quasiment un truc un peu animal chez lui qui est exceptionnel, quoi, de ressentir la mobilité de son adversaire avant même peut-être que l'adversaire, tu vois, commence à engager son jab, il est déjà dans l'esquive. Et ça, c'est prodigieux. Mm. Et ce qui fait un grand boxeur, je pense qu'il y a trois caractéristiques d'un grand boxeur. Il y a la technique. Bon, ça, c'est évident. Et là, mais je pense que quand tu arrives au niveau poids lourd, tu as à peu près que des mecs qui sont au sommet de la technique. Tu as une deuxième caractéristique, c'est le physique. Tu peux te préparer physiquement, avoir le plus grand cardio possible pour tenir au maximum tes 12 rounds, savoir exactement quels sont tes rounds de récup, quels sont les rounds que tu lâches un peu parce que tu as besoin de reprendre. Et la troisième caractéristique, et je pense que c'est la plus décisive, c'est le mental. C'est qu'est-ce qui fait que quand tu montes sur le round, sur le ring, tu te dis, moi, s'il faut tout lâcher ce soir et que je crève, tu vois. Mais tu Et vois, en tu fait, parlais de technique, mais les mecs genre Wilder, il a pas de technique. Enfin, Deontay Wilder, c'est c'est très vrai qu'il a spécial une hein, quand boxe même. un peu spéciale parce que son crochet du droit hyper large, tu vois, qui est vraiment un crochet. En fait, c'est le crochet de baston de rue, tu vois, Oui, qui oui, c'est part de exactement tellement ça. On loin, croirait un mec qui qui sait arrive pas se tellement battre, mais qui est loin, super musclé, qui est trop et, puissant, quoi. Mais et tu te dis, mais comment ça passe en fait? Parce que le mec, le temps qu'il l'envoie, ouais. avant qu'il arrive, t'as cette petite fraction de seconde, tu dis, tu pourrais l'interrompre sur un seul jab et le couper en chemin. Mais Mm. en fait, c'est qu'il le masque tellement bien, que il arrive encore à le passer. Tu vois, c'est un peu comme Robben qui a fait toute sa carrière sur le même coup, tu sais, où il Oui, feinte oui, toujours, il oui, arrive de oui. la droite, il feinte de la gauche, il enroule, et tu te dis, mais Ouais. comment les Oui, défenseurs, ça ils se passe le à chaque prennent fois, ouais. encore, tu vois? On sait qu'il va le faire. Ouais, mais Ouais. ça marche. Ouais. Bah, chez Wilder, il y a un peu ça, il y a ce côté, c'est pas une boxe hyper académique, mais en même temps, il a une vitesse d'exécution qui est tellement folle, et il arrive bien à masquer avec son gauche. Mais bon, tu vois, je pense que le mental, c'est vraiment la différence. Et il y a eu un combat de boxe bon, que tout le monde connaît, qui est légendaire entre Ali et Frazier à Manille, où les mecs se détestent, la troisième Ouais. fois qu'ils se rencontrent, tu vois. Et ils vont aller au bout. Et c'est l'entraîneur de Frazier qui va jeter l'éponge finalement, je crois, au 11e round, parce qu'en fait, Frazier va crever. Et Ali qui détestait Frazier, tu vois, mais vraiment, hein, qui le méprisait, qui disait que c'était un grand singe, qu'il avait pas de beauté, qu'il était moche, qu'il était bête. Il dira au sortir de ce combat-là, si un jour je dois faire la guerre, je veux Frazier à mes côtés. Parce qu'en fait, Ouais. les mecs, ils ont été tellement loin, ils étaient tellement prêts à mourir, que Ali a cassé cette dimension-là qu'il a été capable de considérer Frazier. C'est-à-dire que techniquement, il se considère au-dessus, physiquement, il se considère au-dessus, mais sur l'aspect mental, c'est là où il s'est dit, ok, ce mec-là est mon égal. Et à partir de ce moment-là, je peux le respecter. Ouais. Et ça, c'est fabuleux, quoi. Tu dis, ces mecs-là, ils sont incroyables, quoi. Mais c'est un sport aussi. Tu vois, enfin, quand tu parles du mental, moi, ça me renvoie aussi un peu à la situation sociale des mecs. T'as quand même souvent des gars qui viennent, tu sais, qui ont un parcours de vie un peu spécial, un peu, tu sais, qui sont un peu soit des gens qui ont vécu dans enfin, sans père ou qui ont vécu dans des quartiers difficiles ou des trucs du genre. Ce que t'as pas forcément dans d'autres sports comme pas si on prend par exemple la natation, le tennis, c'est des sports qui sont un peu des sports de classe, tu vois. Il faut avoir eu tel prof quand t'étais petit, avoir commencé tôt. La boxe a ça, je trouve, de récupérer des gens. Et Ngannou, c'est exactement ça, si tu veux. Ngannou, qui pouvait dire il y a 10 ans que ce mec ferait un combat contre Tyson Fury, tu vois. Genre, c'est improbable quand même. Ouais, la boxe, c'est vraiment.
c'est le paradoxe. C'est un spectacle qui est produit par des bourgeois, pour des bourgeois, mais réalisé par des prolos, quoi. Ouais. C'est-à-dire que t'as deux pauvres qui s'affrontent sur un ring, avec autour des mecs qui ont payé leur place plusieurs centaines ou plusieurs milliers de dollars, produits par des producteurs véreux qui s'enrichissent sur le dos de mecs qui vont se péter le nez, la mâchoire et l'intégralité des os du visage, et qui ont finalement un temps de carrière extrêmement court, et il y en a qu'une extrême minorité qui vont en vivre, parce que ce qu'on oublie, c'est que la boxe qu'on regarde des superstars, c'est la boxe ultra élitiste en fait. En France, t'as à peine 450 boxeurs pro. Sur les 450 boxeurs pro, les mecs qui ne font que ça et qui en vivent, je pense que si t'en as 50, c'est le bout du monde. Et c'est vrai que c'est la boxe, on dit que c'est le noble art, mais en fait c'est un sport du sacrifice, tu vois, et c'est un sport des sacrificiés. C'est les mecs qui sont, c'est vrai que c'est des trajectoires de personnes qui ont eu des vies extrêmement difficiles, des métiers difficiles, toute la boxe des États-Unis qui explose au XXe siècle. C'est une boxe qui est pratiquée par des ouvriers, par des bouchers, par des livreurs, des personnes qui coûtent au quotidien en chient et en fait n'arrivent à retrouver une forme de propriété de leur moyen de production qui est leur corps que sur le ring, quoi. Ils sont dépossédés toute la journée, mais sur le ring, ils sont en possession d'eux-mêmes, ils sont en possession de leur corps, et ils sont en possession de leur vie. Et, et c'est quelque chose qu'ils vont mettre systématiquement dans la balance du sacrifice, de dire parce qu'on oublie que la boxe du XXe siècle, mais c'est une boxe où il y a des morts en fait, quoi. Il y a littéralement des mecs en fait qui crèvent sur le ring parce que l'intensité des coups est trop forte, parce qu'à l'époque on se battait en 15 rounds et pas en 12 comme aujourd'hui. Ah, l'enfer, putain. T'imagines, 15 rounds de 3 minutes, quoi. Non, mais en vrai, j'imagine pas du tout, hein. Parce que déjà, merci Thunderbush pour l'abonnement. C'est miniaturiste Thunderbush. Ouais, déjà quand tu fais, toi, en amateur, tu sais, un combat, je sais pas, de n'importe quel sport de combat, si tu fais 3 rounds, ça trince hein, déjà. Hein. Mais t'imagines Ah bah, 15 rounds de boxe, qui est peut-être le sport le plus cardio, parce que c'est extrêmement cardio, la boxe, ça doit être l'enfer. Hein. Ben, en fait, il sacrifie tout, quoi. Un boxeur, il sacrifie tout à son art. C'est-à-dire que il faut une hygiène sportive impeccable, une discipline de fer. À côté, tout ce qu'on appelle l'entraînement invisible, ton sommeil, ta bouffe. Sûrement pas ce que tu es en train de manger ce soir. Tu vois, quand tu boxes, tu peux pas. Tu fais vachement gaffe, tu picoles pas, tu fumes pas. Tu limites au maximum la saturation en graisse. Les mecs avant les combats, c'est abstinence complète. Et c'est vrai que c'est une discipline, tu vois, un peu une sorte d'ascétisme monacal, quoi. Et les mecs, ils se voient comme ça, en plus, c'est assez intéressant. Ils se plongent vraiment mentalement dans cette idée de, bah, je suis un guerrier samouraï, je sacrifie tout à ça, quoi. Je sacrifie tout à ça et peu en vivre en plus, quoi. Bah, déjà, tu prends Rocky. Rocky, tous les films, tu le vois s'entraîner, machin. Quel autre sport il y a autant d'entraînement physique, de cardio, de trucs comme ça que la boxe? C'est quand même un sport où c'est central, tu vois. Il y a beaucoup de sports où il y a de la La muscu, natation. du renforcement. Non, mais tous les sports, de toute façon, d'athlétisme, même, il y a du cardio et tout. Mais c'est quand même marrant parce que là, t'es sur un sport de combat. T'es sur un sport qui n'est pas centré sur la performance athlétique. Normalement, tu vois, la natation et l'athlétisme, c'est centré sur la performance athlétique. Donc évidemment, les mecs font du cardio. Mais là, tu as la maîtrise technique, la science du combat, la stratégie, tout ça. Et en plus de ça, tu as un cardio de dingue, quoi. Hein. Ouais, puis t'es sur le temps, en fait. Tu te projettes, ta performance, elle est, tu vois, un nageur ou un cycliste, il va s'entraîner. Alors, un cycliste s'entraîne pour une course, tu vois, mais l'effort extrêmement intense, contrairement à la boxe où, si tu veux, t'es tout seul. Toi, t'es tout seul face à un gars. T'as personne d'autre sur le ring que toi, et tu vas devoir le tenir. Tu vas devoir tenir 12 rounds. Et si t'es crevé, et si t'as peur, et si t'en as marre, bah en fait, t'es piégé, quoi. T'es piégé autour de ces quatre cordes-là, et il faut que t'ailles au bout, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est la particularité de ce sport, et qui fait que c'est un sport unique, quoi. Et en Ouais. même temps, c'est un sport du sacrifice, tu vois. Jack London, parce que lui, si tu peux sais, London, c'était un fan de boxe, un boxeur amateur, un très bon boxeur, quoi. Il disait des boxeurs, c'est des piece of steak, c'est des morceaux de viande, quoi. Les mecs,
En fait, ils sont là, ils sont vendus, on tape dessus tant que la viande elle est saine, on ramène du jeune boxeur. Dès qu'un boxeur il vieillit, que la viande elle peut plus encaisser, bah on le dégage. Et en fait, toi, cette métaphore un peu du boxeur comme un morceau de viande, on le retrouve aussi bah, dans Rocky où il s'entraîne à un moment, il tape sur des carcasses. Ouais. Mais T'as vraiment ce côté-là, quoi. il y a quelqu'un dans le chat qui disait ça parce qu'on disait ouais, il y en a qui meurent, mais même un bon boxeur, tu vois, bah tu prends Ali. La, les dommages que tu as après une carrière de boxe, c'est pas rien, tu vois. Même si tu as réussi à être bon, à gagner ta vie avec, et ben en fait, tu perds quand même quelque chose à ton art, tu vois. Ce qui est pas la même quand tu as fait d'autres sports qui sont un peu plus. Je veux dire, Roger Federer, je pense qu'il aura pas perdu des points de vie au tennis, quoi. Ouais, il aura perdu son dos, Oui, oui, mais oui, non, bon, mais c'est sûr que bien sûr. la maladie de Parkinson et l'Alzheimer d'Ali, c'est un sacrifice un peu plus compliqué, quoi. Mais ouais, les gars, ils mettent dans la balance de toute façon leur corps, hein, et ils vont le donner. Je sais pas comment tu dis quand t'es boxeur, mais je pense que l'arthrose que t'as dans les mains, t'as pas un os de la main qui s'est pas déjà brisé ou qui est pas écrasé, et c'est sûr que tu dois pas faire une fin de vie très heureuse, hein. Hmm. D'ailleurs, toi, du coup, Le trauma crânien. t'as pas dit, mais d'où parles-tu, camarade? Pourquoi tu nous parles de boxe? Moi, j'ai un parcours de. J'ai commencé la boxe, j'avais une vingtaine d'années. Donc, tu vois, ça fait une douzaine d'années à peu près, 12 13 ans que je boxe. Je fais beaucoup de kickboxing, moi, du jiu-jitsu brésilien, un peu d'anglaise. Et là, depuis quelques années, je fais du Systema. Je sais pas si tu sais ce que c'est. En général, les gens connaissent pas trop. Je connais parce que Bascar, le psycho-charlatan, est instructeur de Systema. D'ailleurs, c'est pour ça que voilà, je ne lui proposerai pas de combat. Ah ouais, en général, l'instructeur de Systema, ça fixe un bon niveau. Alors peut-être pour nos auditeurs, le Systema, en fait, c'est un art martial russe. C'est un art martial qui se veut polyvalent et fonctionnel, tu vois. Il y a une idée de praticité, mais en fait, c'était créé au XXe siècle, probablement après la chute du tsarisme et durant l'entre-deux-guerres. Et en fait, il y avait déjà une tradition des sports de combat qui était hyper développée en Russie, notamment de la lutte. Et puis avec l'avènement du communisme, la pratique des sports de combat va surtout être restreinte aux forces armées et les Spetsnaz, les forces spéciales russes, vont pratiquer beaucoup le systéma pour avoir un art martial en fait hyper opérationnel, hyper efficace. Donc c'est resté hyper confidentiel longtemps le systéma avant d'arriver en Occident dans les années 90. Et puis notamment c'est un mec qui s'appelle Vassiliev, Vladimir Vassiliev qui va importer ça. Après, ça a quatre piliers, tu vois, le système A, respiration, mobilité, structure, relaxation. Mais c'est une approche hyper différente du combat. Moi qui venais de la boxe, qui avait des automatismes de boxe, bah, quand tu pratiques au système A, c'est très différent. Par exemple, quand on voit un coup de poing, l'épaule, elle doit jamais passer devant. C'est un truc un peu particulier. En fait, tu utilises beaucoup un rapport physique au combat, c'est-à-dire euh, plutôt que d'envoyer la totalité ton poids de corps dans une frappe, tu vas servir à envoyer le poids du bras en fait, et en retenant au maximum la contraction au dernier moment, parce que quand tu contractes, Hmm, ça va moins tu vite. annihiles le poids de ton bras. Et en fait, si tu es le plus relâché possible au niveau de la boxe, à l'impact, ça fait beaucoup plus mal. Et les boxeurs de l'URSS bossaient comme ça, ils s'entraînaient les mecs à boxer à envoyer juste le bras, juste le bras, juste le bras. Et au dernier moment, la contraction, et en fait, ça devient un point d'impact beaucoup plus fort. Mais y a pas un côté dans le Donc voilà, système c'est qui mal ressemble un pratiqué. peu à du Krav Maga, avec des clés, avec des trucs comme ça? Ouais, alors le Krav Maga, c'est une approche un peu différente. Moi, j'en ai pas fait, mais j'avoue que dans toute ma toute petite carrière de sport de combat et d'arts martiaux, tous les instructeurs et les profs que j'ai eus ont toujours un mépris souverain pour le Krav Maga comme une approche un peu bah, dénuée de règles, quoi. Tu chopes les couilles du mec, tu lui fous les doigts dans les yeux. Oui, mais c'est de Bon, la, voilà. du self-défense aussi. En fait, ce que je trouve problématique avec des sports comme le Krav Maga qui sont hyper séquencés, où quelqu'un t'attrape par le cou, tu lui chopes le petit doigt, tu tords, tu vas te dégager, c'est que l'approche du combat de manière extrêmement séquencée, elle laisse aucune place à l'imprévu. Or, dans l'affrontement, en général, l'imprévu, c'est ce qui gouverne. Et ce qui va faire que t'es opérationnel ou pas, c'est tes réflexes, en fait.
Ouais. Et quand tu travailles que en séquence comme ça répétée, bah c'est beaucoup plus difficile à appliquer quand tu es dans un environnement que tu maîtrises pas, avec à côté de toi une pinte qui s'est renversée, tu vois, sur la table, un mec qui passe derrière. Donc bon, l'idée du système en tout cas oui, c'est de bien travailler avec ton environnement, d'avoir toujours ta structure qui est rétablie, c'est-à-dire que toute ta force en fait c'est ta colonne vertébrale, donc la colonne vertébrale qui est penchée, bah, t'as pas la même puissance, donc c'est toujours essayer de te rétablir, travailler sur ton souffle, parce que si tu brûles ton oxygène, bah, t'as plus d'énergie, t'as plus de puissance, puis t'as plus de lucidité. Donc voilà, tu travailles en contrainte, mais ça fait du pied, du poing, du sol et de la clé aussi, quoi. D'ailleurs, tu disais que tu faisais du kickboxing, mais ça me faisait penser. Bon, c'est pas du kickboxing, mais la boxe thaï, j'ai l'impression que c'est pareil, voire pire que ce que tu racontais avec les morceaux de viande. C'est-à-dire que t'as des mecs, c'est des gamins de 14 ans qui font des combats avec les coudes en Thaïlande pour pas un rond. Je voyais des interviews sur YouTube de Georges Skarbowski où il racontait que même lui, tu vois, qui était quand même un grand champion, il gagnait pas tant que ça, tu vois. Il pouvait gagner un SMIC dans le mois ou un truc comme ça, un SMIC français, tu vois, parce qu'en Thaïlande, tu vis bien avec un SMIC français, tu vois, mais je veux dire, le mec, c'était une superstar, quoi. Donc ça veut dire que t'as des gars, ils venaient se foutre des coups de coude dans la gueule, un peu gratos. Alors que je pense qu'à 30 ans, quand t'as commencé à 14 ans, et en plus, ces mecs-là, ils font des combats très très souvent, donc t'as fait trop 200-300 combats, mais t'es finito, quoi. Hein. Ouais, il y a une mystique un peu, tu vois, autour de la boxe thaï, il y a un rituel, une forme de sacralité aussi. Mais en fait, je pense que, bon, je connais pas très bien la boxe thaï dans la culture des sociétés qui la pratiquent comme la Thaïlande, mais je pense que tu dois retrouver une forme de prolétarisation des pratiquants que tu avais dans la boxe amateur et dans la boxe pro, que tu as encore aujourd'hui, où les mecs, tu les payais au round il y a encore quelques années. Un boxeur professionnel, il se faisait 20 euros par round. T'imagines 15-20 balles par round. Ah, l'enfer. C'est un scandale en fait. Et t'avais qu'une minorité de boxeurs qui eux signaient les gros contrats à plusieurs centaines de milliers d'euros, ou bah là comme le combat en Arabie Saoudite d'Ngannou à plusieurs millions d'euros. Mais j'imagine que après il y a aussi tu vois le fait de s'il y avait ça dans la boxe américaine, tu représentais ton quartier, tu représentais ton gym, ton club de boxe en fait. Et il y a peut-être ça aussi de similaire dans la boxe thaï, des gars qui acceptent en fait pour quelques euros, même si c'est pas des euros là-bas, d'aller boxer parce que tu représentes, tu vois, quelque chose de plus symbolique que matériel finalement, parce que tu vas pas très bien en vivre, mais tu as cette fierté-là d'être reconnu dans le quartier, de reconnu dans la salle comme celui qui représente le club, quoi. Ouais, 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 je vois le truc, ouais. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'il disait, hein, Skarbowski. Il disait que la boxe thaï, c'était pas un sport que tu faisais pour la thune. C'était un sport que même des rêveurs faisaient. Tu vois, t'avais un peu le mythe aussi pour les Européens de partir en Thaïlande, tu vois, et d'essayer de te faire un nom en Thaïlande. Il y a quelque chose ouais, Ah d'assez bah oui, oui. mythique au-delà de si tu veux faire de l'argent, tu fais pas ça, quoi. C'est sûr que c'est pas le truc du siècle. Ouais, puis c'est pas les mêmes combats que tu vas pratiquer dans une salle de Thaïlande que tu pratiqueras dans une salle française en faisant de la boxe thaï, ça n'a rien à voir. Les Ah bah, mecs qui s'entraînent au middle kick dans les côtes, tu vois, que tu laisses passer, le mec qui t'enchaîne de middle kick parce qu'au bout d'un moment, faut que ça t'endurcisse. Ou l'enfer. alors tu pratiques tes low kicks contre une structure dure pour renforcer en fait l'os du tibia qui au bout d'un moment va s'abîmer, il va se corner et en fait il sera beaucoup plus résistant. Mais tu te dis ça, les mecs mentalement c'est d'une brutalité incroyable quoi pour tenir ça et pouvoir y rajouter les coudes, les genoux. Tu penses que Bruno Attal, du coup, il est parti en Thaïlande pour la boxe thaï? Ouais, ouais. Bah je pense peut-être qu'il a le même goût que Frédéric Mitterrand Pour la boxe pour thaï. les jeunes boxeurs. Non, pour la boxe taille. On ne diffame personne sur ce. C'est pour la boxe taille Bah qui. non, bah, attends, on peut aimer voir des personnes pratiquer et des corps sculptés au combat. Bon, et Et du une coup, ouais. esthétique du combat. Est-ce qu'on se regarde, du coup, le sparring de boxe? Je crois que c'est du kickboxing ou de la taille, je sais pas. Je crois que c'est peut-être de la taille d'ailleurs. Ouais, enfin, c'est un sport pied-point dans tous les cas. Entre. euh, c'est qui? C'est qui? C'est Samuel Das de la Jeune Garde, donc du coup qui est de la Jeune Garde Strasbourg, qui est, je crois, même celui qui dirige la Jeune Garde Strasbourg, et le député France Insoumise Carlos Martes Bilongo. Est-ce qu'on se regarde ça? Bah allez, vas-y. Alors, je vais juste retrouver le lien.
J'ai un peu halluciné en voyant ça. Enfin, je trouve ça assez cool. Ah qu'il y ait ouais, des c'est sûr que députés qui viennent faire ça. ça sort du Palais Bourbon là. Ouais, c'est pas. Ouais, On voit pas Gérard Larcher sur un ring de boxe quoi. c'est ça. Parce que c'est pour ça que je t'ai invité aussi. C'est pour avoir un niveau d'analyse hors pair de cette situation. Analyser la situation concrète. C'est ça. Position revue, expert en tout. Tout ce qui touche la situation concrète, ça peut être de la boxe, ça peut être du cricket. Hop. Alors. Ça, j'ai ça et je vais te partager l'écran sur Discord. Alors, partage d'écran. Tu l'as là? Tu l'as? Alors attends. Ouais, c'est ok. Putain, t'es moins boomer que l'autre camarade de position. Hein. Alors, on va. Tac, 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 tac. On va passer toute l'intro. Alors, oui. Du coup, j'imagine que vous le reconnaissez, Carlos Martins Bilongo. C'est lui, à gauche. Putain, avec son haut Spider-Man. Et lui, du coup, c'est Samuel Das de la Jeune Garde. Donc, la Jeune Garde, pour ceux qui savent pas, c'est un groupe d'autodéfense antifasciste qui monte pas mal et dont le représentant le plus connu, c'est Raphaël Arnaud. Donc, j'imagine que vous connaissez peut-être si vous traînez dans la politisphère. Et donc, du coup, Samuel Das, il dirige, je crois, la Jeune Garde Strasbourg. Et donc, hop, on va avancer. Et on va se retrouver au combat. Et je veux une vraie analyse. Allez, c'est parti. Donc juste, Carlos Martins Bilongo, il a 1 an de boxe taille, je crois. Ah d'accord. Ok. Bah, pour l'instant, ça ressemble un peu à du kick. Tu vois, on voit le placement qui est pas très bon de sa jambe d'appui. Là, en fait, il regarde le sol, tu vois, il se tourne là. Là, Ouais. il se tourne sur le cou, il a du mal à rester en face de son adversaire. Son adversaire qui fait 70 kilos et lui qui fait 82, je crois. Ah ouais. Donc, En fait, il se sert pas de sa longueur d'avant, quoi. Il devrait se servir de son jab pour garder l'autre à distance. à Ouais. distance. Il a les membres inférieurs et supérieurs qui sont beaucoup plus longs que son adversaire, donc ça doit être un avantage pour lui, quoi. Mais ça, c'est un truc d'ailleurs qu'on voit quand on connaît pas trop la boxe. On comprend pas l'importance d'un cadrage et tout, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui doit vachement se travailler, tu vois. C'est des petites choses, je pense, qu'on voit pas. C'est comme quand tu regardes un combat de judo et que tu connais rien, tu captes pas toutes les positions de main, les trucs, est-ce que c'est important ou pas. Là, on le voit en fait qu'il est pas si à l'aise que ça et qui maîtrise pas, on va dire, l'espace. Ouais, c'est vrai. Mais dans une première année, c'est normal. Ah bah évidemment, ouais. Tu vois, il a la garde qui est très basse par rapport à son adversaire, ça c'est. Mais il peut se le permettre aussi parce que il lui met 15 cm. Hein. C'est sûr que c'est une différence. Après, tu vois, Tyson avait le même problème. Hein. Il était petit, je crois qu'il faisait 1m74, 76 en boxe poids lourd. Bah, il était obligé en fait de réduire la distance de garde de ses adversaires en rentrant. Ce qui fait que ça faisait un boxeur qui rentrait tout de suite dans la garde de son adversaire. Ouais. Quand t'es plus petit face à un mec comme Bilongo qui est beaucoup plus grand que toi, bah, si tu restes à distance, il va jouer avec toi, hein, c'est certain. Mais l'avantage du pied-point, c'est qu'un mec comme ça, tu peux essayer de le déstabiliser par les pieds, quoi. Mais est-ce que Ngannou va devenir député de la France Insoumise? Possible, hein, ça peut être une reconversion intéressante pour lui, quoi. Plus comme ça bataille pas mal au sein de la NUPES, avoir un combattant de plus, ça peut être utile. Il pourra mettre des coups de pression. Tu vois, il se sert pas du tout du low kick face à son adversaire, en fait, qui donne beaucoup sa jambe avant. Il pourra assez facilement le balayer. Ouais, oui. C'est ce que tu veux dire. Oh là là, c'est dans les cordes. Ouais. Après, il affronte quand son adversaire, il l'affronte qu'en anglaise, quoi. Il lui met pas du tout de coup de pied. Je sais pas, faudrait lui demander ce qu'il fait aussi. Ouais. Si ça se trouve, c'est plus un gars qui fait de l'anglaise. Mais remarque, là, on voit qu'il va parer la
qui va parer la jambe. Ouais, Donc ouais, il elle a a- une belle anticipation. ouais, il a l'air d'avoir quand même une Mais en, habitude du kickboxing. mais en vérité, dans le kick, tu pars jamais comme ça, hein. Ah oui? Bah non, jamais de la vie. Tu fais Jamais de comment? la vie, C'est- tu descends autant. Bah en fait, si tu dois parer, soit tu l'esquives, mais tu la chasses éventuellement. Mais là, on dirait en fait euh, qu'il va poser son bras droit, comme si tu vois, tu faisais une répétition de palette où tu disais au gars, bah là, tu m'envoies un low kick et en fait, tu descends déjà, tu sens ta garde parce que c'est vachement risqué. Tu Ouais. vois, il l'a même pas encore. Alors bon, nous, on fait une pause, donc on le voit pas en temps réel, mais tu vois, si tu le feintes juste et qu'il descend déjà si vite sa garde, bah, tu peux re-rentrer après assez Oui. facilement avec un crochet du droit. Quand tu fais semblant de lever la jambe avant, ce qui est très souvent pratiqué au kick, en fait, où bah, ta jambe avant, elle fait exactement le même office qu'un jab, c'est-à-dire qu'elle est là pour brouiller ta boxe et pour que celui en face, il sache jamais si ça va partir du haut ou du bas. Donc tu es là, tu bouges un peu la jambe avant, puis hop, t'envoies un jab ou boum, t'envoies l'arrière. Mais bon, attends, là, t'as fait pause, donc c'est plus difficile de voir, mais Vas-y, on veut. remets direct. Ouais, tu vois, il a essayé de le chasser, mais il a essayé de le chasser Je sais pas hyper s'il a. large pendant tout le Attends, temps qu'il je le remets. chasse. Et du coup. Regarde. Là, il va le chasser hyper large, mais elle est descendue pendant 2 secondes. Là, Ouais. son bras gauche, il descend pendant 2 secondes. Après, tu reviens. Là, Bilongo, il revenait direct dessus. Bah, il a plus de garde le temps qu'il remonte. C'est trop Ouais. risqué. Tu fais jamais ça au kick. Tu fais jamais ça au kick. Tu peux envoyer un coude, hein. Tu peux envoyer un coude en fait pour chasser comme ça très légèrement sur le côté. En plus, c'est très désagréable et ça fait vachement mal aux pieds quand tu arrives à placer ton coude dans l'orteil du mec. Mais tu vas pas chasser, tu descends jamais. Ta garde aussi bas, ça sert à rien. Sauf si t'attrapes et tu balayes. Surtout quand tu vois Sauf si tu fais ça pour balayer. à haut niveau, on va dire, les gars, enfin moi quand je regarde des analyses de match, en gros, ils le voient tout de suite, tu vois, un gars de... Bah oui. tu vois, genre, il voit une fois que le mec descend trop, il refait la même chose la deuxième fois, et il sait qu'il peut mettre un crochet du droit à la suite, et c'est finito un peu. Ouais, c'est ça. Puis après, Ilongo, tu vois, on voit que c'est un beau bébé. Ouais. Yoldas, il est beaucoup plus agile et souple. Bon, là, il est gentil, mais Bilongo, le temps qu'il envoie sa jambe, surtout s'il cherche à la monter haut, il a beaucoup moins de rapidité, quoi. Il a Mm. beaucoup moins de rapidité parce qu'il a un poids qui est attracté. Face à un gabarit qui doit faire un petit 60 Yoldas, il doit faire 70 kilos, quoi. Ouais, ouais, il fait ça, ouais. Pas beaucoup plus, je pense. Bon, 70 et bah, il 82 peut de l'avoir moyenne. là-dessus. Mm. Donc tu peux balayer assez facilement un mec comme Bilongo si t'envoies la jambe aussi haut. Bilongo, s'il doit boxer contre un gabarit comme ça, il faut qu'il l'avoine de low kick en fait. Vu la Oui, lourdeur du mais corps c'est et pour ça l'odeur que des jambes. ça me paraissait bizarre. Après, j'ai rien osé dire, tu vois, par mon manque d'expérience en kickboxing, mais qui mettent des high kicks, tu vois. Je trouve que c'est un peu téléphoné sur ce genre de gabarit sur un petit mec. C'est compliqué de lui mettre un high kick. Ils sont lents, ces high kicks. Alors que s'il mettait des gros low kicks que l'autre serait obligé d'encaisser, je pense au bout d'un moment, ça lui casserait un peu les couilles, tu vois. À la limite, il Ouais, pourrait mais je mettre son pense que c'est high parce kick qu'il après débute. 5-6 low kicks. Tu sais, quand tu débutes, t'as un peu le kiff, Oui, t'as un oui, peu le oui. kiff de te dire, ah, vas-y, j'ai envie de high kick, c'est ça, ce style-là. Et en fait, tu sais très bien que dans une baston, déjà dans une baston, t'envoies jamais un high kick, hein. Tu frappes jamais au-dessus de la ceinture parce que c'est beaucoup trop risqué. Si le mec te chope ou si le mec te balaye ou si tu le rates et qu'il est déséquilibré. En combat, tu peux comme là, mais pour le coup, il se sert pas du tout de ses points, alors que qu'il aurait davantage à faire sur les points que sur les pieds parce qu'il a pas l'air très à l'aise et très mobile. En plus, son bassin est lent, sa hanche elle passe pas bien. Donc Mm. même s'il touche, il aura que le poids de la jambe, mais il aura pas beaucoup d'impact, tu vois, de l'énergie. Normalement, tu dois envoyer de ta hanche pour que ça impacte plus fort, quoi. Ouais. Mais après, il est dans une première année de combat, et c'est normal en fait. C'est que des erreurs que tu fais en début de boxe et qui sont obligatoires. Non, mais je vois qu'en fait, t'as l'air d'être. T'es anti-France Insoumise, toi, en fait. Tu veux vraiment le casser, hein. Non, justement, je veux les former. On veut les pousser à la radicalité jusque dans le combat, toi. Être un peu plus. Allez, trop écarté. Regarde sa garde comme elle est écartée. Allez, il est gentil dedans, c'est gentil. Voilà, quoi, là, il repousse, mais il a la tête qui descend au niveau du menton. Par contre, j'ai l'impression que quand il envoie des coups, il envoie des coups lourds, hein. Enfin, après, c'est qu'il est Bah, plus il lourd que envoie les lui coups de son aussi. gabarit, donc Mais c'est ouais, lourd. ouais, Mais ça tu doit vois, taper, hein. à mon avis, Yoldas, je sais pas son parcours, mais ça m'étonnerait pas que ce soit un gars, toi, du grappling ou du MMA, parce que
parce qu'il passe en dessous les coups et tout de suite il vient chercher. À mon sens, c'est un mec qui doit être davantage habitué à combattre au sol. Ouais. Je pense que c'est plus un combat du sol, parce que face à un mec comme Bilongo qui te met 20 kilos, 25 kilos de plus, t'as pas trop d'intérêt à aller le chercher au corps, hein, parce qu'il a plus de puissance musculaire que toi. Donc si tu vas le chercher au corps là dans un combat où ils vont pas au sol, bon, ça a pas grand intérêt, quoi. Tu l'interromps, mais comme il fait pas beaucoup d'enchaînements de coups, bah il devrait plutôt chercher à le déséquilibrer, à le faire chuter ou à boxer. Mais on dirait qu'il veut le saisir, en fait, ça qui est étonnant. On dirait qu'il a une boxe où il va aller chercher et le saisir. Ouais. Ouais. Et là, Bilongo, tu vois, on le voit bien, il est complètement penché. Il est bien sur ses appuis, ouais. Il aurait bien un physique même à faire un peu de lutte ou un peu de judo ou un truc comme ça. Ouais. Faudrait qu'on l'invite. Là, Bilongo, il est penché, donc sa structure, elle est cassée. En système, on dit que quand t'as une structure qui est cassée, comme ça, que t'as le dos qui est penché, t'as plus de puissance, en fait. Or, comme il est grand, il devrait être beaucoup plus redressé. Il n'y a pas besoin de se pencher comme ça. C'est pas lui, c'est pas lui il est pas acculé là encore. Tu vois, il tac tout de suite son réflexe. En fait, J'avais un coach qui disait quand on commençait à arrêter de faire la tortue, quoi. En début d'année, quand tu commences un sport de combat et que t'es pas habitué à prendre des coups, ton réflexe tout de suite, c'est un peu de te recroqueviller comme ça, et puis t'as tendance à fermer les yeux. Ouais. Et puis bah là, t'offres tout en fait. Tout, alors qu'en fait, tu dois être dans le déplacement. Il va se faire mettre dans le coin, là, il doit être déplacement sur son jeu de jambes pour justement ne pas se laisser enfermer, quoi. Ouais, mais tu vois, comment il s'appelle non, c'est pas comment il s'appelle, mais moi quand je faisais du jiu-jitsu et du judo, et ben mon prof il nous disait toujours que c'est pareil, la tête en fait, il faut qu'elle reste droite, tu vois, par rapport au sol. Dès que tu commences à pencher la tête, en fait, t'es vachement déséquilibré et t'es plus du tout pareil, quoi. Merci beaucoup Agor Anarchy pour le raid. Du coup, là, on est en train de regarder Carlos Martens Bilongo qui fait de la boxe taille avec position revue, qui nous fait une analyse avec N de position revue, qui fait pas mal d'arts martiaux, et on analyse un peu tout ça. Et ouais, je disais, la tête, c'est vraiment... je sais plus comment il utilisait une métaphore, mais un peu la tête, c'est ton volant, quoi. Si la tête, elle est penchée, en fait, tu perds tout ton équilibre, quoi. Ta tête, c'est la locomotive, en fait. Tout ton corps, après, c'est les wagons. Et si tu plonges, bah, tout le reste du corps, en fait, bouge plus. Donc, tu t'es pas censé comme ça être rendu à regarder le sol. Surtout, en plus, quand tu fais 20 cm de plus que ton adversaire. Ouais, bien sûr. Oui, parce qu'il pourrait quand même... Même avec, tu vois, genre, il y a des... Il y a des coups avec les jambes, mais il y a aussi des coups qui servent à repousser, tu vois. Il pourrait très bien le repousser et puis se remettre un front kick. Ouais, un front kick. Quand t'es sur le reculoir comme ça, surtout avec le poids qu'il fait Bilongo, t'envoies un front kick direct. Et Yoldas, il fait un demi-mètre en arrière, quoi. Enfin, il sert pas de ses points du tout. Tu regardes, il enclenche rien du tout. Il a acheté le t-shirt Venom un peu pour se camper dans la barre de boxe, mais il y est pas, quoi. Yoldas, par contre, il est assez agile. Et c'est pareil, il a un bras arrière qui lui sert à rien du tout, Yoldas. Il est là, il le garde statique, mais à part à se protéger, il attaque pas avec, quoi. Alors 2 fois 2 minutes. 2 minutes, ça passe lentement quand on y est, n'est-ce pas? Ouais, 2 minutes, ça passe lentement. Bah ouais. T'as des bons coups de jambes. Hop, on va avancer un peu. Ah, ce serait intéressant d'écouter un peu Bilongo, voir quel regard il porte ouais, bah vas-y, sur ce qu'il fait. On va le laisser. Ça peut être intéressant d'écouter un peu. Alors 2 fois 2 minutes. minutes. Tu peux monter le son de leur discours. 2 minutes, ça passe lentement. Tu l'entends pas? Ah oui. Quand on y est. Si, je l'entends un peu, mais c'est pas très fort. Ça va, t'as des bons coups de jambes. Des bons coups de jambes. Ça se passe bien. Ouais, ça va. On sent que t'as touché, t'es puissant. Tu fais les langues, toi? Hein? Tu fais les bras? Ouais, je suis plus à l'aise avec les bras. Les jambes, c'est pas trop mon truc. Mais n'hésite pas. Ah bah tu vois, c'est ça. On voit comme les jambes pour gêner. Ça te met en confiance. Ouais, c'est vrai. Tu recherches l'espace, en fait. Mais il y a aussi les jambes. Ça veut dire, tu peux. Le petit coup, tu vois. Parce que le petit coup, en fait, mentalement, ça va m'obliger à dévier sur un truc. Et toi, tu pourras reprendre confiance, tu vois. Mais du coup, la boxe taille, c'est pas trop mon truc. Moi, c'est plus MMA. Tu vois. Ah, regarde, moi c'est plus MMA. Ah, bah oui, voilà. L'analyse, tu vois. Je l'ai pas vu avant la vidéo, hein. Je l'ai pas vu avant, honnêtement.
Mais je Ouais, sentais que c'était un mec qui était habitué à aller au sol tout de suite, quoi. ouais. Ben, remarque, ça va avec la jeune garde, tu vois. Si, s'il est dans le truc d'autodéfense antifasciste et tout, c'est vrai que Bah, le MMA, c'est la peut-être le vérité, truc c'est le que plus. les bastons, elles finissent souvent au sol, hein, donc. Ouais. Ouais. Pense mon gars. Et t'arrives, tu chopes les jambes, etc. Après, ça va, hein. Après, tu peux profiter, le truc MMA que tu peux faire, c'est que le grappling, il existe en taille. Ouais, Tu peux venir comme tu m'as fait, tu me prends, tu rentres des genoux. tu ouais, vois. c'est vrai. Et après, tu Comme peux ça. aussi jeter au sol. Tu vois. Après, t'es costaud, hein. Mais en vrai, même je trouve ça bien quand même qu'il aille là-bas, Carlos. Parce que la réalité, c'est que la prochaine fois qu'il va y avoir une connerie, je sais pas quoi, avec un antifa, va y avoir F2 Souche qui va essayer de le mettre dans la sauce en disant regardez, Carlos, elle allait se battre sur une chaîne. La vidéo elle va faire 2000 vues, tout le monde s'en tape, tu vois. C'est pour le kiff, je pense qu'il fait ça. Mais au fond, c'est quand même courageux parce que. Bah, il donne de la visibilité à la jeune garde, mais lui, il a strictement rien à y gagner, hein. Ouais, c'est sûr que c'est un risque qu'il prend de s'afficher avec en plus la jeune garde, effectivement, qui attire sur elle l'idée d'une formation, tu vois, un peu paramilitaire en mode Black Bloc, qui se structure et qui se forme au combat, ce que fait en fait tout le temps l'extrême droite. Hein. Et tous les groupuscules d'extrême droite s'organisent des cours de boxe, de kick et se forment à côté. C'est un truc qui est très absent en fait de la culture de la gauche, Mm. où ça a longtemps été dominé un peu par ce refoulé de la violence. Qui est venu un petit peu aussi avec l'embourgeoisement moyen de la société, où l'idée de la violence a été un peu refoulée. Et par contre, l'extrême droite a vraiment gardé cette culture du combat que trouve pas à gauche et que la jeune garde a essayé de ressusciter. Et lui d'aller leur donner, comme tu dis, cette visibilité-là, c'est osé, mais faudrait voir un peu aussi quelle trajectoire de vie il a eu, parce que tu vois, se mettre au combat, c'est jamais anodin. Tu vois, les mecs qui font de la boxe tôt, en général, ils ont eu autour d'eux pas mal de violences auxquelles ils ont assisté, et ça conditionne un peu l'envie d'entrer dans le fait de discipliner les coups que t'as reçus et pour savoir mieux les rendre, quoi. Mais surtout, tu vois, genre, se mettre au sport de combat, tu te dis, mais surtout la différence entre les sports de combat. Entre un cours de judo, un cours de MMA, un cours de boxe et un cours de JJB, t'as pas les mêmes personnes, hein. Enfin, vraiment, Ah ouais, t'as t'as pas une les mêmes sociologie statuts des sports de sociaux. combat, Ouais, hein. il y a une vraie sociologie, hein. C'est sûr au judo, je pense que t'es plutôt sur les classes intermédiaires, là où tu retrouves les classes populaires dans la boxe. Mais même dans la boxe, tu as une mutation qui a opéré depuis la fin des années 90, où les salles de boxe, depuis, ont été davantage récupérées, notamment les salles de boxe de centre-ville, plutôt par des populations classe moyenne sup, qui ont un peu envie de s'encanailler en allant faire de la boxe. Et moi, une année, je boxais en anglaise dans une salle de quartier. C'était pas du tout la même sociologie. T'avais des gamins qui venaient, et même dans le rapport à la boxe, c'était un rapport qui était beaucoup plus dur, quoi. Tu vois, t'avais des mecs qui venaient, ils cognaient, et en même temps, c'était pas des gars qui voulaient te blesser, tu vois. Mm. Mais simplement, ils jouaient pas, quoi. Ils jouaient pas, tu vois. Ils savaient ce que c'était que les coups, ils savaient ce que c'était qu'en mettre et en prendre et en rendre. Et c'était très différent je me suis retrouvé aussi à boxer sur des salles de centre-ville, t'avais pas les mêmes publics, quoi. Et tu Ouais. le retrouves dans l'approche du combat, où les mecs, ils ont pas trop envie de se faire mal non plus, mais par contre, ils ont tout l'équipement, tu vois. Ils sont là, ils sont en Venom de la tête aux pieds, ils ont mis 120 balles dans les protèges tibia, tu vois, alors que c'est leur première année. Quand tu vas faire du kick dans une salle populaire, les mecs, ils ont tous des protèges tibias de merde qui glissent, qui te protègent pas bien les tibias, ce qui fait que de cours en cours, tu viens avec des œufs de pigeon sur tes tibias. Ah non, dans les classes un peu plus, tu vois, Je tu vois le retrouves, truc, tu vois, ouais. cette distinction. En fait, les mecs, ils veulent se camper la posture du boxeur, donc ils achètent tout l'équipement. Après, ils ont pas trop envie de se faire trop mal non plus, quoi. Là, c'est juste histoire de dire, en retournant boire un spritz en terrasse, ouais, je sors de la salle de sport, je fais de la boxe. Ça, alors quand tu boxes au quartier et qu'après tu retournes retrouver les copains en bas de la tour, tu vois, c'est pas un élément distinctif hyper valorisant. Tu dis, j'ai été Non. boxé, tu vois, comme tant d'autres en fait qui le font, et t'as plein de salles qui sont associatives, où ça coûte que dalle l'abonnement, où tu prends les petits frères parce que ça permet d'être encadré, tu vois, le rôle de la salle de boxe, c'est pas le même non plus, quoi.
C'est-à-dire, tu parles des petits frères, mais c'est typiquement aussi parfois un facteur qui permet de canaliser des mecs, tu sais, qui n'ont pas forcément de possibilités d'élévation sociale dans dans des boulots, dans des trucs comme ça, parce qu'il y a beaucoup de chômage, parce que l'école c'est un peu compliqué, quand t'es immigré, quand t'es dans des quartiers, des trucs comme ça, et qui vont trouver dans la boxe quelque chose qui va. Dans laquelle ils vont se dévouer et qui vont tout donner là-dedans, quoi. Même tu prends Clairement, Skarbowski, c'est un peu ce qu'il raconte aussi, j'ai l'impression, tu vois, quand il ou d'autres, mais même je crois que comment il s'appelle je crois que l'histoire de Tyson, elle est compliquée aussi par rapport à ça. Ah bah Tyson, ouais, il va de foyer en foyer et il est dans un foyer, je crois, pour jeunes délinquants à 13 ans et c'est là que son prof de boxe d'ailleurs va le repérer et qui va en faire ce que Tyson est devenu. Mais quelque part, tu vois, Tyson, je pense que c'est presque un contre-modèle. C'est un mec qui est complètement déstructuré, que la boxe va réussir à structurer un temps et va lui permettre euh, de devenir champion du monde poids lourd avant de finir quand même en tôle, tu vois. Ouais, Et en ouais, fait, ils sont très rares les mecs dont le milieu social est tellement déstructuré et dysfonctionnel que la boxe peut compenser. Parce qu'en fait, la boxe, ça demande tellement de structure, tellement de discipline et d'hygiène que de vie que c'est tellement compliqué quand tu rentres à la maison, qu'il y a une pauvreté ultra endémique, que les parents, je sais pas, sont divorcés, que t'es pris dans des problèmes de drogue parce que c'est un moyen de ramener un peu de thunes, parce que tu trouves pas de taf, etc. C'est compliqué de te tenir à une hygiène de vie qui te permette de continuer la boxe et de monter. Ceux qui vont monter en boxe et qui viennent de quartiers populaires où il y a énormément de violence, c'est ceux qui ont quand même un minimum d'ancrage suffisant, tu vois, pour pouvoir tenir ça. mm. Et effectivement, comme tu dis, c'est un moyen d'élévation sociale, c'est un moyen aussi de prestige symbolique, quoi, de dire bah voilà, moi je me tiens à ça et à regarder, je vais aller boxer, je vais faire les championnats régionaux et peut-être aller aux championnats nationaux. Et c'est un moyen effectivement même de se sentir valorisé dans un environnement où la place que tu occupes est une place dégradée, quoi. Il y a Weza92 qui dit le coach devient un père de substitution. T'as aussi cet effet-là, hein. C'est assez Ouais, intéressant. carrément, moi j'ai Souvent vu des ça, mecs qui hein. viennent de foyer ou des gars qui n'ont pas forcément de daron et tout, qui ont des vies compliquées et qui retrouvent une sorte de. Tu vois, un rapport au coach qui est un peu bizarre parce qu'à la fois c'est le mec qui va te faire un peu mal, qui va te dire ouais, faut que tu sois là à telle heure, qui va te faire bosser et tout, un peu comme un daron, quoi. Mais qui devient une figure affective aussi d'attachement, quoi. Clairement. C'est assez Moi, j'ai intéressant. connu des coachs de boxe qui allaient chercher les gamins au commissariat, tu vois. Ouais. Et c'était eux qui dialoguaient avec les flics ou les gendarmes en leur disant s'il y a un problème, vous m'appelez avec un tel, je viens de chercher et tout, et qui essayaient en fait comme ça d'être une vraie institution de substitution au milieu familial qui de toute façon était absent et t'avais des gamins où en fait bah, le coach était le père quoi. Et effectivement, oui, il était dur mais c'était une figure affective centrale en fait. Mm. Et tu retournais à la salle. De toute façon, la salle de boxe, euh, il y en a qui projettent sur la salle de boxe, c'est un peu comme une salle de muscu où tu vas forger un corps que tu vas montrer aux autres. Mais en vérité, c'est pas ça une salle de boxe. Une salle de boxe, c'est des potes que tu retrouves quand chient comme toi sur un ring, que tu respectes parce qu'ils en chient comme toi sur un ring. Et en fait, c'est un plaisir de fin de journée après une journée de merde où je sais pas, t'as fait le livreur et t'en as bavé. Et là, en fait, bah c'est une respiration. Et donc tu retrouves le coach qui te connaît, qui te donne une place et dans lequel tu peux te sentir exister. Et t'as plein de mecs qui passent. Moi, je voyais des mecs qui passaient du temps à la salle, mais de ouf en fait. Ils arrivaient avant même l'entraînement. Tu vois, ils sont là, ils tournent un peu, ils s'échauffent. Après, ils se font une putain de session pendant 2h30, 3 heures. Et après, ils restent encore un peu. Et en fait, tu te dis, ils passent quasiment autant de temps en semaine à la salle que à la maison parce que c'est finalement probablement plus agréable de revenir à la salle de boxe que de rentrer chez soi, quoi. Ouais, bah, moi aussi, ouais, enfin, j'ai vu ça aussi, c'est des trucs, des mecs. Tu sais, il y a différents cours, ils font tous les cours, tu sais. Toi, t'arrives, tu fais 1h30, Ouais. t'es rincé. Les mecs, ils ont déjà 3 heures de JJB, et puis après, ils vont faire 1h30 de MMA, et les gars, ils sont normaux, tu sais. Enfin, c'est assez baisé comme truc, hein. Mais il y en a tellement peu, tu vois, qui viendront pro et qui arriveront en FIF, quoi. C'est ça qui est terrible. En plus, c'est un sport qui est très pauvre. La boxe en Ouais. France, c'est un sport qui est hyper pauvre parce que le judo a très largement été le sport qui avait à récupérer les subsides du ministère des Sports. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que la boxe, elle a décliné
la boxe anglaise, hein, elle a décliné très largement à partir des années 70-80. Même l'intérêt pour la boxe anglaise a diminué. Il y a eu vraiment 20 ans d'ennui mortel avec pas beaucoup de grands boxeurs poids lourds qui attiraient les foules. Et le nombre de licenciés a diminué. Et en fait, on s'est longtemps posé la question de se dire, mais ça va être quoi le sport de combat qui va soulever les foules dans la même proportion que pouvait soulever la boxe anglaise. Et tu vois, ça a se demander un peu si le MMA a pas réussi à renouveler un peu le registre des sports de combat en présentant quelque chose de différent. Un peu, toi, c'est le MMA, il y a quand même un côté un peu sport ultime, c'est-à-dire que les mecs, ils doivent être hyper bons en pied, en poing, en prise, en sol. Ouais. Et là où ça me semble montrer que c'est la dynamique ascendante des sports de combat, c'est que longtemps en France, en fait, le judo, la fédération de judo faisait pression pour que le MMA soit pas autorisé. Et on nous parlait du MMA comme un sport de barbares pratiqué aux États-Unis pour du pognon où les mecs peuvent quasiment se tuer dans une cage. Et il me semble que depuis quelques années, dorénavant, le MMA a sa fédération en France, qui est sous tutelle d'une autre fédération. Alors, faudrait voir exactement, est-ce que c'est sous le tutelle de la fédération de judo? Mais tu vois, c'est qu'en fait, ça devient quand même incontournable. C'est-à-dire que matériellement, aujourd'hui, tu peux plus empêcher des pratiquants de venir s'inscrire en MMA parce qu'il y a une demande et que c'est un sport qui connaît une explosion au niveau international. Mais la fédération de judo, c'est une putain de pieuvre. Hein. Moi, je me souviens quand je Ah faisais, oui, quand je faisais du clairement. jiu-jitsu classique, pour passer ceinture noire, il fallait soit faire des trucs chiants, beaucoup de kata, donc des démonstrations, je trouve ça un peu relou, soit faire des combats. Sauf que les combats, étant donné que la fédération de jiu-jitsu n'était pas indépendante, tu faisais faire des combats de judo. Donc toi, t'étais jujitsuka, tu faisais du judo, tu vois, mais t'étais pas très bon, tu vois. Et tu te retrouvais en tant que ceinture marron de jiu-jitsu, tu faisais faire des combats contre des ceintures marron de judo, ce qui est quand même pas la même chose, tu vois. Donc c'est vraiment un peu relou qui est ce lobby qui veut garder un peu la main mise, alors que le jiu-jitsu ça n'a rien à voir, le MMA ça n'a rien à voir, tu vois. Enfin, c'est chiant quoi. Ouais, bah de toute façon, c'est clair que le judo, ils ont très mal vu arriver le MMA comme une concurrence de leur secteur de marché, en fait, parce que tu fais fonctionner des salles, tu fais fonctionner des instructeurs, que ça brasse du pognon. Donc c'est certain que Surtout que personne l'arrivée regarde du du MMA, judo ça, tellement, tu vois. Enfin, on regarde ça sans JO déconner, et faut tout, arrêter, c'est chiant, quoi. mais je C'est regarde chiant. pas un match de judo. Les matchs de judo, c'est chiant aujourd'hui à regarder. En termes de spectacle, Ouais. les mecs, ils se tirent sur la manche pendant 1 minute 50. Tu vas voir un hippon une fois de temps en temps. C'est ça. Mais J'ai je un suis respect d'accord. complet pour les Quand mecs tu qui font connais du pas judo, très mais bien le judo, tu bites rien. Hein. en spectacularité, c'est zéro. Mm. C'est sûr que face au MMA où tu vas, même sans être un grand spécialiste, tout de suite être surpris par l'agilité, par un retournement, par une clé de bras, tu vois, il y a quelque chose d'assez évident en Ah, tu fait sais, c'est comme le foot. tu... T'as pas besoin d'être un ouf pour aimer regarder un match de foot, tu vois. Le MMA, c'est un peu Exactement, pareil, quoi. exactement. Et le MMA C'est ça en fait. a cet intérêt comme le foot aussi. T'as l'impression en fait que n'importe qui peut arriver avec son physique un peu particulier et puis en tirer des avantages. Tu vois, tout comme au foot, t'as le mec grand, il peut mettre des têtes et tout. T'as le mec petit, il peut peut-être faire des dribbles et tout. Et bah au MMA, t'as l'impression que t'as un type, tu sais, il va être petit trapu, mais en fait ça va être une machine en lutte. Et du coup, bah, il va bouffer ses adversaires en lutte. T'as d'autres gars, ils vont être peut-être plus longs, donc ils vont tenir à distance, ils vont être bons en kick. T'as des mecs qui vont être plus grands et lourds. Enfin, je pense que c'est plaisant aussi et populaire pour ça, quoi. Ouais, bah de toute façon, t'as toujours la boxe ou le combat de ton physique en fait. Tu vois, t'es obligé, si t'as un petit rablé avec des membres courts, bah tu peux pas du tout boxer ou combattre de la même manière qu'un mec qui est hyper longiligne, qui a une allonge énorme, et ça va forcément influer sur ta manière dont tu vas engager. Est-ce que tu seras plus à l'aise au sol selon ton physique que si t'es vraiment très massif et lourd. C'est ça c'est assez dingue, c'est que tu vois, tu vois autant de pratiquants que de combats différents, quoi. Et tu vois, on le voit bien là, dans l'affrontement entre Bilongo et Elda, c'est que ils ont pas du tout le même physique, quoi. Hmm. Donc ils peuvent pas s'affronter de la même manière, c'est impossible. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Mais tu vois, alors que moi j'adore le basket par exemple, bah, le basket c'est un peu plus limitant. Quand même, tu vois, à haut niveau, t'as des physiques qui se ressemblent. Et t'as même des types
où à un moment c'était pas mal ça. En NBA, t'avais des types, ils faisaient 2m20, ils jouaient 10-15 minutes par match, t'avais l'impression qu'ils avaient pas de main, qu'ils étaient nuls, mais ils étaient là parce qu'ils faisaient 2m20, ils pouvaient prendre quelques rebonds, défendre un petit peu, tu vois. Et je trouve que ça fait moins populaire, tu vois, parce que les gens s'identifient pas à des gars qui font 2m20, qu'ils ont été allés chercher au fin fond de l'Europe de l'Est pour prendre dire bon par match, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il y a plus une standardisation peut-être au basket physique, toi, où tu retrouves un peu les mêmes corps et les mêmes physiques. Parce que là où Wembanyama, il est un peu, c'est un ovni, quoi. Là, qui a un physique très, très particulier pour le basket qu'il pratique, mais j'imagine que la boxe, elle a eu aussi sa standardisation, hein. Oui, bah, c'est sûr. Tu vois, Après, les des années fois, t'as des mecs Klitschko, qui c'était dominent chiant, quoi. aussi, t'as des mecs qui dominent et puis qui donnent leurs pattes un peu à une époque aussi, hein. Dans le sens où tout le monde les imite, quoi. Ah oui, bah ça, les champions, tout le monde a voulu être Ali, hein, tout le monde a voulu boxer comme Ali, comme tout le monde a voulu faire jouer ses équipes comme Guardiola, mais t'es pas Guardiola, t'es pas Guardiola ou Ali facilement non plus, quoi. Bah oui, bien sûr. C'est pour ça que tu marques l'histoire. Bon, on se relance sur ça. Allez. C'est difficile, hein, ça consomme, faut la caisse. Hein. Bah, les plus costauds, c'est plus facile à jeter. Ok. Tu vois, tu prends bien, tu le jettes au sol. Après, même moi, je préfère aller au sol tranquillement, me relever parce que je récupère au final, tu vois. Même tu gagnes du temps. Ouais. Pourquoi tu vas au sol Les plus volontairement? costauds, c'est les plus faciles à acheter. Ouais, je sais pas ce qu'il raconte. Ouais, Après, là, les physiquement, plus non. grands, c'est pas d'accord. possible. Ok, les mecs grands et longiligne, c'est peut-être plus facile à acheter, mais les mecs grands et pas- lourds, c'est trop chiant à bah oui. acheter. C'est hyper chiant à acheter. Bah déjà tout simplement parce que quand tu fais 1m70 et que le mec en face il fait 1m90, bah pour le soulever t'as tes talons qui vont se décoller alors que lui il sera encore au sol, tu vois. Ouais. Donc non, c'est pas facile de le soulever. Faut les déséquilibrer. Après, tu dis ça, je te racontais justement mes déboires quand je devais faire des combats de judo alors que je faisais du jiu-jitsu. Et à l'époque, moi j'étais au lycée, j'étais grand et fin, tu vois. Et donc je me battais contre des types qui étaient plus petits que moi, donc qui avaient un centre de gravité plus bas que moi et qui étaient trapus. Et c'est l'enfer dans les sports de prise, ça, dans les sports de judo, de lutte et tout, de se battre. Tu sais, je fais 1m90, je me battais contre des gars d'1m78, tu vois, mais qui faisaient 75 kilos et je faisais 75 kilos aussi, tu vois. Ah bah oui. C'est l'enfer, ça. Tu te fais plier, le gars est toujours sous ton centre de gravité et tout, c'est pas marrant du tout. Tu vois. Il faut absolument varier. Moi, je suis pas très bon en anglaise, mais j'essaie de m'efforcer à en envoyer un petit peu. Donc ça, tu vois, tu déstabilises l'adversaire. Ok, Faut vraiment envoyer tout ce que tu peux envoyer, je le fais. ça marche. Écoute, je vais essayer. Hein. On va au bout. Tu vas voir, même Tu pour peux envoyer. rendre plus, C'est la stratégie de la FI avec les amendements, ça. tranquille, juste avant. Ouais, c'est ça, ouais, c'est la stratégie un peu bulldozer, on y va. Tu sais, tu mettras pas KO le gouvernement, mais tout ce que tu peux envoyer, t'envoies. Tu remets un petit amendement et t'essayes de bloquer, quoi. En fait, Bilongo, ça, c'était le spin doctor de la FI, mais version box, quoi. On voit un peu la zone, on voit. Voilà. On va pouvoir rentrer de nous-mêmes. Là, il penche trop la tête, Bilongo. Super, bien. Ouah. Super. En fait, il est pas mobile. Là, il fait juste avant-circuler ce truc, il se fait bloquer dans le coin. Ouais. Je pense qu'il a pas encore appris le cadrage ou comment c'est toi qui déplaces pour pas te faire enfermer, quoi. Il se fait enfermer trop facilement, quoi. Et puis bon, là, il a tous les mauvais réflexes. Il est replié sur lui-même, il est aveuglé par sa garde, il voit plus. Ouais. Là, quand il frappe, là, il est complètement déséquilibré. Ouais. Complètement déséquilibré. Et il baisse vachement sa garde pour compenser son pied. En fait, s'il frappait et qu'il touchait, mais que l'autre avançait, là, il va tomber, en fait. C'est-à-dire qu'il il est pas du tout en équilibre sur sa jambe d'appui. Et au moment où il frappe, d'ailleurs là, on commence à le voir, regarde le corps là, il envoie les mains en avant pour reculer, il essaye d'envoyer un pied, et en même temps, il a le cul qui part vers l'arrière. Donc, d'une part, tu as moins de puissance quand tu touches, et d'autre part, si tu es sur un gabarit qui va encaisser et qui va avancer, et ben en fait, tu te déséquilibres et il va reculer sur une jambe pour éviter de tomber. Et si tu es sur un mec qui est vif, il te rentre dedans et c'est terminé, quoi. Ouais, et puis alors là, en MMA, il peut se faire projeter, mais salement. Ah, MMA, c'est sûr que... Oui, je comprends quand il dit que les mecs costauds se font envoyer facilement au sol. Oui, peut-être que lui se fait facilement envoyer au sol parce qu'il est pas stable sur ses appuis, quoi.
En fait, il envoie que des high kicks. Faut qu'il arrête avec les high kicks, quoi. Ouais. Yoldas, il a une garde qui est très particulière aussi. Hein. Tu vois, qu'est-ce qu'il fait là? On croit un mec qui fait du kung-fu un peu, tu sais. C'est intéressant parce que il lève sa jambe arrière, il la laisse stationnaire, il la repousse pour envoyer la jambe avant. C'est un peu le high kick sauté, mais, Ouais, regarde ça. ça se fait pas comme ça, regarde. Tac. En fait, il fait ça pour feinter, bah alors là, après, non, quoi. Non, sûrement pas, quoi. Sûrement pas, t'as aucun impact là, aucun impact. Tu penses que Roussel il est meilleur que lui ou pas en boxe? En boxe Bah, Roussel, française, je pense hein. qu'il tient. Ouais, et Roussel, c'est extra que de la boxe française. Je pense que le problème de Roussel, c'est le cardio, quoi. Parce que le combo saucisse-rillette, ça se paye. Ça se Saucisse paye assez Riez, vite. vert de rouge, ouais. Ouais, je pense que non, il est mieux dans les gradins à commenter, quoi. Après, Yoldas, il a pas besoin d'avoir de garde, hein, parce que Bilongo, il lui met jamais de droite. Hein. Oui, Mais c'est tu vrai. vois, il tombe trop vite. Il tombe vite. C'est-à-dire qu'il est pas du tout sur ses appuis. Et que, en fait, il ne fait que avancer, reculer sur une ligne droite. Tu tendrais un fil, tu vois, enfin Ouais. 2 fils de chaque côté de lui, comme si tu faisais un couloir. En fait, il reste dans ce couloir-là. Mm. Mais en boxe, normalement, déjà, tu es mobile, tu fais des déplacements latéraux. Il a un mec en face qui est droitier, donc tu vas te déplacer plutôt sur sa gauche pour éviter sa droite. Tu vois, et en fait, là, il fait que avancer, reculer, et puis il envoie un high kick de temps en temps qui touche jamais, de toute façon, parce qu'il est visible à 2 km. Et en plus, on sent que c'est un effort physique d'envoyer sa jambe parce qu'elle doit faire 25 kilos ou 30 kilos, et du coup, il est essoufflé alors que finalement, il y a assez peu d'impact entre eux, quoi. Il fait aucun enchaînement de coups, quoi. Surtout en Muay Thai ou en kick, t'as des palettes techniques assez classiques, tu vois, gauche, droite, gauche, et puis boum, t'envoies la jambe. Là, il enchaîne très peu de coups, quoi. Et je me rends pas compte parce que on dit qu'en boxe, faut rentrer le menton, c'est. Mais là, il baisse la tête carrément. Qu'est-ce que c'est comme ça qu'il devrait être ou est-ce qu'il devrait être un peu plus droit? Bah, en fait, ça dépend aussi, sa position de la tête, elle est pas si mauvaise. En général, tu places ton épaule gauche, donc si t'es droitier, un peu devant, hein, pour avoir le menton rentré dedans. Mais quand t'es très grand comme ça, pour aller te toucher au menton, bah, ça va prendre plus de temps déjà. Donc ça dépend un peu de ta garde. Hein. Il y a des mecs qui vont boxer, des droitiers qui vont bosser avec le bras avant qui est très bas, en fait, qui est très bas et qui va juste l'épaule va passer devant pour protéger ton menton, et t'as le bras arrière qui vient coller. Et puis tu te sers tu te sers de ton jab un peu pour déséquilibrer ou pour désorienter. Quand tu es sur du kick, tu as quand même plus souvent tendance à avoir les deux mains devant toi parce qu'il faut que tu pares les pieds, en fait. Comme tu dois parer les pieds et que tu vas souvent les parer avec les avant-bras et tu vas resserrer tes coudes sur ton corps pour empêcher le pied de rentrer dans les côtes ou le front kick de rentrer dans le sternum. Bon, tu as souvent cette position-là quand même un peu du menton qui est proche de ton torse, quoi. Mais tu vois, c'est d'ailleurs ce qui m'inquiétait un peu moi pour Ngannou, c'est qu'il n'ait pas une garde qui soit une garde d'anglaise. Après lui, comme tu disais, il avait commencé par l'anglaise, mais c'est vrai que les gars qui sont habitués à faire du MMA, ils ont les bras un peu plus bas Ah oui, parce plus qu'ils partent écartés. aussi parce qu'ils partent en bas parce qu'ils sont séparés aussi des mecs qui veulent les attraper et tout. Donc c'est pas la même garde quand même. Hein. Et Doumbé en avait parlé aussi quand il est passé du kickboxing au comment ça s'appelle au MMA, bah il a dû changer un peu sa garde. C'est différent quand même. Ouais, tu le vois, c'est-à-dire qu'en boxe, tu as quand même plus souvent une garde de 3/4. En MMA, tu as une garde plutôt frontale, de face en fait, parce que rapidement, tu vas essayer de chercher la saisie. Ouais. Donc, on le voit un peu, mais quand même, Ngannou, il a une bonne esquive. Hein. Bon, j'ai vu que le résumé, je n'ai pas vu le match complet, mais j'ai vu le résumé des 10 rounds là. Bah, il prend pas beaucoup de gros coups à l'impact. Hein. Et en plus, je pense que vu l'épaisseur du coup, à l'encaissement, Ouais. il doit être très solide. Il doit vraiment être très T'as solide. vu les trapèzes du mec, ouais, je pense que Ouais, la non, tête est tenue. Hein. La tête est très tenue, je pense, et elle est quasiment fondue dans le cou. Donc pour aller le déloger, je pense qu'il faut vraiment cogner très très fort, quoi. Mais Fury en était tout à fait capable, mais n'empêche qu'il l'a pas mis au sol. Ouais. Ouais, mais il a pas mis de gros coups très Non, spectaculaires, quoi. c'était pas un match
très impressionnant du côté de Fury. C'était plus impressionnant du côté de Ngannou. On ne l'attendait pas à ce niveau-là, mais je pense que face à un Fury qui s'y est préparé correctement, ça serait autrement plus compliqué, quoi. Bah, moi, c'est un peu le peur que j'ai pour lui, c'est que j'ai peur, tu vois, qu'après, là, il se retrouve, par exemple, imaginons qu'il fasse un combat contre Wilder ou un truc comme ça, parce qu'il se chauffe et tout. J'ai peur qu'il soit vite rattrapé par le réel si le mec se met à un vrai niveau, tu vois. Et que lui, les gens vont commencer à pouvoir regarder en plus des vidéos de lui qui boxe, donc ça va être un peu différent, quoi. Faudrait pas qu'il tombe dans un truc en mode ouais, en fait, je suis le big boss aussi en boxe anglaise, quoi. Bah, s'il veut se rassurer, il peut essayer de boxer Tony Yoka, parce que c'est vraiment pas terrible. Et ça lui permettra peut-être de dire qu'il est boss français, mais c'est sûr que bah, il a été conditionné à pratiquer quasi 10 ans, un peu moins de 10 ans le MMA, et que là, en anglaise pure, il va lui manquer quelques trucs, quoi. Mais après, je te dis, quand même, c'est un premier combat qui est impressionnant, quoi. Ah oui, faut voir ce qu'il fait à la suite, mais est il très est bon. aussi, il a un certain âge, hein, il a 35, 36. Non, il a Il est 36 ans. plus. Tu Ben, parles il de faut Tyson regarder, Fury. hein. Non, Ngannou. Ngannou, il a 36 ans, je crois pas, non? Ah, attends, ça se check vite, mais Ouais. alors, 37 ans? Non, Francis putain, Ngannou. il est vieux. Eh ouais, il a 37, je te dis. Mais ouais, Putain, il a non, du mais cardio, par attends. contre, hein. Ah ouais. Par contre, je pense que c'est un athlète et Ah qu'il ouais, a ouais. des dispositions physiques Mm. très, très largement au-dessus de la moyenne, quoi. Mm. Donc, tu vois, 37 ans, pour commencer une carrière en boxe poids lourd face à des mecs qui ont une trentaine d'années, c'est compliqué, hein. Tu vieillis pas en boxe poids lourd comme tu vieillis en boxe poids léger à la Mayweather ou à 40 ans. Alors bon, Mayweather, c'est un ovni aussi. Mais où tu gardes une mobilité plus facile à 40 ans que tu l'as à 37 ou 38 ou 39, quoi, hein. Ouais, ouais. Et l'impact des coups que tu vas prendre, c'est pas les mêmes non plus, hein. Ouais, c'est sûr. Mais après, son physique aussi, ça fait que, tu sais, des fois, on l'attendait pas sur de la lutte, sur des trucs comme ça en MMA, mais je pense que même si ce type, c'est pas le meilleur technicien en lutte, va bouger un gars comme ça, tu vois. Enfin, physiquement, c'est impressionnant. Ah bah ouais, non, mais ça c'est clair. C'est clair, c'est clair. C'est d'ailleurs l'un de ses avantages, c'est son physique, hein. Bon, allez, on reprend. Vas-y, on continue. Ouais. Le combat de haut niveau. Oh putain, ça y est, il a sorti le jab. En fait, il est trop facile à lire. Ouais, On voit vraiment le coup avant qu'il l'envoie, quoi. ouais, et puis Il le montre tellement. il met vraiment beaucoup de jambes, hein. Il met trop de jambes, il est très lent. Regarde ce coup là. Regarde, voilà. Voilà, ça, c'est ce qu'il vient de lui faire. C'est typiquement un mec habitué à MMA. C'est-à-dire que il lui envoie un middle kick qui est lent, que t'as le temps de saisir. Et là, il est gentil parce qu'il pousse pas la balayette jusqu'au bout, hein. Ouais. Et s'il va bien chercher derrière le tendon, il l'emmène là, hein. Ça passe au sol, hein. Alors, en même temps, si les mecs de la jeune garde nous abîment nos députés France Insoumise, ça fait un peu chier, quoi. Bah, il les abîme pour mieux les protéger après, quoi. Ouais. Merci. Ah, il est gentil, Goldas, hein. Merci. Il est gentil. En tout cas, merci pour ce sparring. Ça Merci fait à plaisir. Merci d'être venu à Strasbourg. Avec Et plaisir. j'espère que tu vas revenir bientôt. On fera un autre, peut-être en MMA cette fois-ci. Comme tu veux. Il faut que je me prépare bien, tu vois. Ça En va. MMA, sans rythme, sans entraînement, c'est des conseils. Mais dès lors où tu fais un peu de sol, etc., même en taille, c'est utilisé souvent, ça permet de le faire, tu vois. Parce qu'au final, tu peux faire du MMA, Ouais, si tu ne maîtrises pas le sol, un minimum c'est pour la vrai. clé. Parce que Même c'est- celui qui te fait la clé, il peut se blesser et vice versa, tu vois. Bon, en tout cas, il est puissant, il est rapide. Peut-être ça manque un peu de volume en anglaise. Parce que c'est souvent des kicks. Ah, Je pense qu'en même temps, faudrait que tu rapide, il est t'engages en- gentil, hein. Il est pas rapide, hein, il est hyper lent, hein. Ouais. Ouais, c'est Ah, vrai il est qu'il- hyper lent, hein. Bah ouais, mais mec, tu reçois un député, tu vas pas lui dire, bon, il est lent. Bon, frérot, faut tout reprendre, tu vois. Tu quittes la commission des finances ou je ne sais quoi et tu te remets à la salle 5 jours par semaine. Ouais, c'est ça. anglaise. Bien sûr, hein. Et moi, j'ai essayé de travailler un peu plus en kick. C'est pas ma spécialité. Après, ça va, je touche un peu. Et voilà, c'était un beau sparring. Après, t'as demande du rythme, tu vois. L'anglais, il faut vraiment en faire souvent Ouais. pour être confiant pour ce que tu fais. Tu vois, moi, la jambe, je suis plus ou moins confiant parce que j'ai l'habitude vraiment d'en faire, même si je sais à un moment que j'ai arrêté. Mais l'anglais, ça se maîtrise. C'est un art que tu dois faire
fréquemment. Pour Ouais. dire, je suis sûr de moi. Milongo, elle a tout une le petite monde se confiance hein, quand Je même sais sur quand son je niveau. Hein. commence à C'est faire ça. marrant. Je peux taper ça, etc. Ouais, bah ouais, c'est... Tu sors d'où que ça fait 1 an qu'il pratique? Bah, il le dit au début, hein. Il le dit au début, après là, il a dit j'ai arrêté. Si ça se trouve, il a pratiqué 1 an et il pratique plus ou un truc comme ça, mais je crois qu'il le dit au début. Parce que c'est compliqué de dire au bout d'1 an, je suis à l'aise avec les pieds. Hein. Moi, perso, j'ai commencé à me sentir à l'aise avec les pieds au kick au bout de 3-4 ans. Quoi. C'est là où tu commences à sentir que ça y est, t'as assimilé l'utilisation de tes pieds, que t'en fais tu t'en sers pour masquer. Ouais, au bout d'1 an, j'aurais pas dit que j'étais à l'aise. Quoi. Je sais pas, je bossais avec des mecs qui me défonçaient, donc je me rendais bien compte que j'avais encore beaucoup à apprendre. Quoi. Et Bruno Attal, il s'est senti quand à l'aise avec les pieds? Ah, peut-être dans son canapé quand il est posé sur sa table basse. Ouais, c'est bizarre cette histoire. Bon, est-ce que ça remet... Non, ça remet pas les gants après. Bah, je vous laisserai aller voir là. Ah, ouais, ça fait de l'entraînement après. Après, je pense que ça montre. Bon, bah, je vous laisserai aller voir cette vidéo. Donc, c'est sur la chaîne de la Jeune Garde Antifasciste. Hop, on va s'abonner. On va mettre un pouce bleu. On va copier. Je vous laisse le lien. Et puis voilà. Bon, je pense que c'était pas mal. Ça fera déjà une capsule assez longue. En tout cas, merci beaucoup, N, d'être venu parler. Et puis, on pourra reparler si tu veux de sport de combat ou d'autres choses même. Parce que bon, toi, tu t'écris plein d'articles. T'es peut-être le contributeur majoritaire hein, sur Position Revue. Ouais, bah cofondateur avec La Voix, dont on ne connaît pas l'identité à part quand on la fréquente. Ouais, bah pas mal. On travaille sur le prochain numéro là qui doit paraître fin novembre sur la grève. Ouais. Avec pas que des articles sur la grève, mais en partie, on aura Ludivine Pontigny, Michel Zancarini, Ludivine D'Artagnan notamment, entretien avec Bernard Friot, Nicolas Framont, Bernard Lahire. T'as dit Ludivine D'Artagnan, c'est Isabelle D'Artagnan. Ah, j'ai dit Isabelle D'Artagnan, j'ai confondu avec Ludivine Pontigny, j'ai fusionné. Ouais, voilà, Bernard Lahire, j'ai lu lu le dernier article, là, c'est un... Enfin, moi j'aime bien, parce que moi je m'intéresse beaucoup aussi au rapport sciences sociales, sciences dites naturelles, le rapport Darwin-Marx, les choses comme ça. Et il est trop bien l'entretien avec Bernard Lahire. Ouais, on a réalisé vraiment un bel entretien, là, et puis qui déplace un peu le regard, tu vois, sur la sociologie très compartimentée dans l'idée qu'en fait, il faut l'approche interdisciplinaire, elle est fondamentale, quoi. Et c'est vrai que ça a donné un entretien, en plus, je pense, qui est bien dynamique. Donc, on va continuer de bosser dans ce sens-là. Ouais, surtout que c'est bien parce que ça permet de montrer aussi, et Lahire se faisait beaucoup critiquer là-dessus. C'est-à-dire, on disait, oui, Lahire, il dit qu'il faut aussi s'intéresser à l'évolution, donc aux données naturelles, tout ça. Et puis les gens disaient, ouais, ça doit être un truc de réa qui veut ramener à la nature. Et en fait, il montre que c'est pas ça du tout. C'est que si on n'est pas conscient de toutes les tendances naturelles, de toutes les données de la biologie, ben on peut pas s'en extraire ou non si on a envie de s'en extraire. Ça, c'est comme si t'es pas conscient de tout ce qui se joue par rapport au sexe biologique. Bah, tu peux pas vraiment comprendre comment le genre s'articule par rapport à ça, comment le sexe peut parfois devenir, je sais pas, un frein ou l'inverse, quoi. Enfin, et c'est intéressant justement en fait, qu'ils mettent les pieds dans le plat par rapport à ça. C'est une approche très matérialiste, en fait. Tu peux pas t'abstraire de conditions d'existence, en fait, sur lesquelles t'as qu'une capacité de modification et de transformation très limitée. Il en parle bien avec son concept d'altricialité quand il explique que l'un des tout premiers rapports de domination qu'on peut pas absoudre et supprimer, c'est celui des parents vers les enfants. C'est qu'un nourrisson, il n'est pas en capacité de survivre indépendamment avant plusieurs années, et c'est ce qui fait l'originalité des hominidés comme mammifères. C'est que en fait, sans tes parents, tu crèves, quoi. Si t'as pas quelqu'un pour te nourrir, pour te protéger, pour te couvrir, pour te donner une affection qui est fondamentale. Et donc, effectivement, ça vient interroger ça, quoi. D'après Bruno Attal, à 9 ans, ils sont déjà adultes, hein, les enfants, quand même. Oui, parce qu'il y en a qui mûrissent très vite. Il y en a qui en Thaïlande, ils mûrissent plus vite que d'autres, il paraît. Étonnamment. La loi aussi. Je pense que c'est une question de loi. Et peut-être plus souple sur la question de la maturité. Bon, et merci beaucoup, N. Je te dis à plus. Ouais, c'était un plaisir. Bonne continuation, Padu. Yes. Allez, bonne soirée. Bonne soirée.